Salut tout le monde, je suis Geoffrey, j'ai vu comme plein d'autres gens Oppenheimer, qui sort le 19 juillet, et je ne sais pas vraiment quoi en penser, même si c'est un événement, parce que c'est le nouveau film de Christopher Nolan. C'est pour ça que j'ai avec moi Alexandre, un spécimen qui a aimé Oppenheimer, qui aime beaucoup Christopher Nolan, et on avait envie de faire une vidéo tous les deux pour essayer de comprendre comment un spécimen comme Alexandre aime Oppenheimer et arrive à en parler, parce que moi je ne sais pas quoi en dire. Mais avant ça, petite interlude sur le livre qui a inspiré le film de Christopher Nolan. Et oui, avant de discuter longuement du film Oppenheimer, je suis là pour vous parler du livre qui a inspiré Christopher Nolan, Robert Oppenheimer, Triomphe et tragédie d'un génie. C'est une biographie titanesque, écrite à 4 mains par Kai Bird et Martin J. Sherwin, qui est enfin disponible en français grâce au travail faramineux de la traductrice Peggy Sastre et surtout grâce aux éditions Le Cherche Midi. Car oui, ce livre a été publié aux États-Unis en 2005 et a reçu le prix Pulitzer de la meilleure biographie en 2006, soit une des récompenses les plus importantes de la littérature. Et pourtant, il n'avait jamais eu sa version en langue française. Mais heureusement, les éditions Le Cherche Midi ont eu la bonne idée d'enfin l'éditer en France pour la sortie d'Oppenheimer au cinéma. Et que vous aimiez le film ou non, je vous conseille très honnêtement de vous jeter sur Robert Oppenheimer, Triomphe et tragédie d'un génie. C'est sans aucun doute possible l'un des livres les plus impressionnants que j'ai lus de ma vie. Il faut dire que le livre, c'est le fruit de plus de 25 ans d'écriture et de recherche. Entre 1980 et 1999, l'historien Martin J. Sherwin a ainsi compilé plus de 50 000 pages d'interviews avec des personnes ayant connu Oppenheimer, des documents déclassifiés, des journaux, des lettres, des dossiers du FBI, avant d'être aidé par le journaliste Kai Bird pour en tirer cette mine d'or d'une richesse et densité déconcertantes. Entre les anecdotes sur l'enfance d'Oppenheimer, on apprend par exemple qu'il a été convié à une conférence sur la physique à l'âge de 12 ans sans que les organisateurs ne connaissent son âge, ses relations amoureuses complexes, tout le processus de création de la bombe atomique, ses conséquences évidemment, et puis enfin la chasse aux sorcières dont Oppenheimer a ensuite été victime avec le McCarthyisme. C'est une œuvre fascinante qui se lit presque d'une traite. Parce que derrière la précision historique sur les États-Unis du XXe siècle, le livre raconte en effet la course contre la montre intense, contre les nazis, la descente aux enfers de l'humanité, la paranoïa grandissante des autorités américaines envers Oppenheimer et les soviétiques, et puis surtout l'ambivalence de ce génie, de ce personnage hors du commun, passé du statut de héros à celui de paria, de sauveur de l'humanité à celui de possible destructeur des mondes, avec son invention nucléaire. Bref, c'est une histoire vraie, absolument captivante, qui se lit comme un roman d'espionnage, un vrai monument de la littérature moderne, disponible à peu près partout en librairie sur internet, et donc vous n'avez plus aucune excuse pour passer à côté. Donc Alexandre, tu as aimé Oppenheimer. Déjà, tu peux nous dire à quel point tu aimes Christopher Nolan. Je pense que c'est bien qu'on puisse te positionner comme un fanboy dès le début. Oh, non, alors je pense pas que ce soit un fanboy absolu, mais c'est vrai que j'aime beaucoup Christopher Nolan. Je l'ai découvert avec Memento. Je suis quasiment sûr que j'ai découvert avec Memento et j'avoue que ça m'avait énormément accroché, le fait que tout ne soit pas linéaire. Enfin, moi qui connaissais pas trop le cinéma à cette époque, ça m'avait vraiment interloqué quoi. Et ensuite, je suis vraiment tombé amoureux de lui avec Interstellar. Et donc je suis allé le revoir et là je me suis dit ok, ça c'est vraiment un de mes films préférés, ça y est, c'est fait. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit ok, Nolan, je vais devoir vraiment... Enfin, je pense qu'il y a un truc que j'ai peut-être raté dans ses précédents films quand je les avais découverts, parce que le Prestige, par exemple, je l'avais pas trop aimé la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé que le twist était un peu bancal à la fin, et à force de le revoir, j'ai vu d'autres pistes d'interprétation dans la vidéo que j'ai faite. Oui, à tel point, c'est ça que tu as fait une vidéo sur écran large. Oui, voilà, pour dire que c'était peut-être le meilleur film de Nolan. Donc oui, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, et c'est un réalisateur dont les films, j'aime beaucoup aller les revoir, et pour les repenser. Notamment le dernier Tenet, qui pour moi est vraiment l'évidence du réalisateur qui a besoin, dont on a besoin plutôt de revoir les films régulièrement, ou pas régulièrement, mais en tout cas plusieurs fois, pour les comprendre pleinement, ou en tout cas aller en chercher le maximum de saveur, notamment pour Tenet, donc, puisque les personnages revoient plus ou moins les mêmes séquences, donc le film est fait pour être revu par exemple. Et comment tu décrirais Oppenheimer? Parce que je trouve que moi, ce qui me perturbe, c'est que c'est un film compliqué à classer, compliqué de dire j'aime ou j'aime pas. Comment tu décrirais à quelqu'un qui soit aime Nolan et il va parce que c'est Nolan, soit parce qu'il aime bien le biopic ou le sujet? Ouais, c'est un peu compliqué d'écrire Oppenheimer. Je vais pas mentir que c'est compliqué même pour moi qui l'ai beaucoup aimé. C'est sûr, c'est un biopic. On peut pas dire le contraire dans le sens où c'est concentré sur un personnage et on passe de... on va dire, on voit pas vraiment son enfance, mais on voit, on va dire, sa vie de début d'adulte, voire sa fin d'études, et on va jusqu'à, on va dire, on va pas jusqu'à sa mort, mais on va jusqu'à la fin de sa carrière de scientifique, etc. Donc c'est un spectre sur une quarantaine d'années, donc forcément c'est quand même un film assez... c'est une fresque historique, j'ai envie de dire.
Mais c'est difficile de se dire cette personne va aimer ce film. Même si on est fan de Nolan, même si on est fan de Nolan, même si on est fan des biopics, même si on est fan d'histoire, c'est aussi un thriller, il y a un peu de western, enfin il y a beaucoup de genres. Il y a un côté un peu film de procès à un moment qui arrive. Oui, totalement, ouais, la dernière partie est très exact. C'est difficile à décrire, en plus ça dure 3 heures, donc c'est quand même intense et c'est assez... je dirais que pour le décrire, peut-être que le mieux c'est de le comparer à certains films. Je dirais que ça a la densité d'un film biopic, enfin pas biopic mais historique comme JFK d'Oliver Stone. Et en même temps, c'est un biopic qui a le rythme permanent d'un film sorkinien, on va dire, de Aaron Sorkin, dans le montage, dans le débit de parole. C'est un film extrêmement verbeux, où les personnages discutent en permanence, et que ça formait un tout sur 3 heures, un rythme infernal, quoi. Et c'est vrai que ce que je trouve assez étonnant dans ce film, c'est que moi, je me suis demandé, après l'avoir vu, on en a parlé en sortant de la projection, à qui je vais le conseiller. Est-ce que je le conseillerais à mes parents? Est-ce que je le conseillerais à des gens qui aiment Nolan? C'est un Nolan où il y a plein de choses qui ressemblent à Nolan, mais en même temps, c'est beaucoup moins spectaculaire. C'est vraiment des gens dans des pièces qui parlent du début à la fin, pendant 3 heures. Si on veut le décrire de manière très froide, c'est ça en fait. C'est un film ultra bavard, oui. Ça c'est sûr. C'est 3 heures où on apprend plus de la vie de Oppenheimer, parce que ça reste quand même un film adapté plus ou moins de la biographie d'Oppenheimer, de Kai Bird et de Martin G. Sherwin. C'est un film très complexe déjà, je pense, à penser. Et en même temps, il n'y a pas de scène d'action. Donc pour un film de Nolan, on va dire qu'il y a une scène d'action et en même temps... il y a une scène de sensation, celle de la bombe. Voilà, c'est ça, celle de la bombe. Mais il n'y a pas de véritable scène d'action, donc c'est difficile à vendre pour les gens qui aiment, les fans de Nolan, on va dire. Tout ce qui est le Inception, c'était un film sur le rêve, sur la perception, tout ça, mais il y avait des scènes d'action, ça ressemblait un peu à un James Bond, un film d'espionnage. Oui, c'était toujours un peu la carotte, parce que dans Interstellar, il y a toujours des scènes de pur spectacle. Exactement, et même Tenet, évidemment, qui repose énormément sur le spectacle, alors qu'Oppenheimer, pas vraiment. En fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, c'est un film sur le projet Manhattan aussi, d'une certaine manière, mais le film a été vendu comme un film sur la bombe, la recréation de la bombe, le côté spectaculaire de ça. Et en même temps, il va prendre le contre-pied et c'est beaucoup plus les conséquences de la bombe ou l'implosion intérieure, on va dire, de Oppenheimer qui l'intéresse. Et le fait que le film bascule en permanence sur lui qui a des visions d'atomes qui se fragmentent ou qui se entrent en collision, fusionnent, enfin tout ça. Je veux pas des termes scientifiques, voilà, j'ai pas cette connaissance, mais en tout cas, on voit qu'il a des visions, des hallucinations en permanence même quand il n'a pas encore créé la bombe atomique, il a déjà ces visions d'horreur, comme si tout était déjà écrit et que son destin était de toute façon créer une arme qui va sauver d'une certaine manière l'humanité des nazis, mais qui va aussi qui peut être aussi la plus grande arme contre les humains à terme. Donc c'est ça aussi l'ambivalence qu'il y a dans ce film, voilà. Et puis en même temps, donc il y a côté très nolanien quand même, dans le sens où c'est très bavard. Oui, c'était déjà bavard dans certains films de Nolan, mais c'est très 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 bavard. Là, personne n'a jamais vu un film de Nolan aussi bavard. C'est pas possible. Aussi 3 heures. Aussi bavard, ouais. Voilà, il dure 3 heures, donc c'est son film le plus long. Mais de l'autre côté, c'est un film aussi sur le temps, comme Nolan aime le faire, et c'est son sujet de prédilection quand même, le temps. Et dans cette idée, c'est un film qui ressemble beaucoup, je trouve, à Dunkerque, dans la sensorialité. C'est un film ultra bavard et en même temps ultra sensoriel, paradoxalement, sur le fait que tout soit superposé en permanence, enfin, que toutes les timelines se chevauchent, se superposent, voire fusionnent. Alors, moi, c'est justement ça qui m'a le plus parler dans le film, même si j'aurais du mal à mettre des mots dessus, c'est le côté expérience, parce qu'on va parler de l'histoire après, mais je trouve que la première couche du film, ce qui est paradoxal parce que c'est bavard, c'est l'expérience de son, de musique qu'il y a. Alors, moi je trouve que la musique, notamment Ludwig Göransson qui avait fait la musique de Tenet et aussi Black Panther 1 et 2 et Creed, on ne sait pas pourquoi, et Venom, je crois. Et The Mandalorian. Non, Venom, je ne sais pas sûr, mais The Mandalorian, c'est lui aussi. Ah ouais. Carrière intéressante. Mais en tout cas, j'ai perçu ça comme le film le plus musical de Nolan, qui a toujours un rapport très spécial à la musique, mais j'ai l'impression que c'était un morceau de musique de la première à la dernière seconde, il y a de la musique. C'est comme un opéra de 3 heures qui ne s'arrête jamais, sauf à certains moments où il y a quelques silences. Ce qui est du coup un peu la continuité de Interstellar et Tenet et Dunkerque, comme tu dis. Et moi, c'est le point qui m'a le plus parlé dans le film.
C'est vraiment ce truc de tu plonges un peu comme dans un Requiem for a Dream ou Lost River, des films comme ça que j'ai en tête quand je pense à des films où la musique est très importante, où c'est un moteur, jusqu'à l'Overdose éventuellement. Moi ça me parle, mais ça peut être l'Overdose, et je trouve que là, c'est son film le plus musical. On dirait vraiment qu'il a écrit et composé ça comme un morceau de musique. Donc c'est autant le film de Nolan que de Göransson. Je trouve ça assez hallucinant. Je suis totalement d'accord avec toi. Göransson, il a un rôle énorme dans le film, parce que Nolan lui avait dit, il n'avait pas donné trop de consignes pour la musique, il lui avait juste dit j'aimerais bien que tu partes sur du violon, dans l'idée où le violon peut avoir une note très douce comme une note terrifiante très rapidement, en quelques secondes, en quelques notes. Et c'est vraiment un film qui est accompagné par la musique. Tu parles d'opéra, mais je suis totalement d'accord avec toi, même dans la cadence, dans la manière dont le film accélère d'une certaine manière en permanence, alors que il dure 3 heures, quoi. Donc il faut imaginer la chose. C'est un film qui, en permanence, il n'y a pas de temps mort réellement, il y a un temps mort qui est magnifique, et on y reviendra. Mais ils ont de la valeur parce que juste à côté, c'est tout le temps le brouhaha, tout le temps le chaos, tout le temps des mots, tout le temps des sons, tout le temps de la musique. Franchement, c'est un peu fatigant dans un sens potentiellement positif. C'est que j'ai été choqué que dès la première seconde du film, t'as la tête dedans, et c'est pas la première seconde avec un violon qui explose ou une musique tonitruante, c'est du son qui te prend dès le début et jusqu'à la fin, et ça finit en cut d'un coup, et c'est assez perturbant, déstabilisant, un film qui est mené avec autant de je suis d'accord avec toi. C'est un film... en fait, c'est comme tu dis, c'est une vraie expérience, mais une expérience... Il y a une expérience assez viscérale dans la manière dont on rentre, on va dire pas dans la... Enfin, on rentre un peu dans la tête d'Oppenheimer, dans toutes ses visions, dans toutes ses hallucinations, dans tous ses doutes, dans aussi toute son arrogance, sans qu'il le veuille, d'une certaine manière aussi, dans la manière dont il est... parce qu'il est extrêmement intelligent. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a cette musique qui est assez fascinante, parce qu'il y a un côté très doux parfois, un peu plus grave dans d'autres moments, et puis il y a aussi ce côté... je pense qu'il a aussi été assez... qui s'est aussi inspiré un peu de Dunkerque. Je parlais de Dunkerque parce que Dunkerque, je trouve que c'est ce qui ressemble le plus dans la sensorialité, mais aussi dans le tempo de tout, le montage, la musique, tout est ensemble et tout forme un tout. On parle souvent de tiens, le scénario est moins intéressant que la mise en scène, etc. En fait, là, tout fonctionne ensemble. C'est-à-dire que la mise en scène ne serait pas la même sans ce scénario-là, et le scénario ne serait pas le même sans la mise en scène de Nolan. Et je trouve que c'est assez fascinant. Moi, ça m'a vraiment fasciné de bout en bout de voir un film aussi... de voir Nolan capable de raconter une vie aussi dense, de raconter un événement aussi important dans la vie, dans notre existence encore aujourd'hui, avec la sensation que je regarde malgré tout une sorte de thriller psychologique ou un film de casse en même temps. Il y a même des petites parties un peu western, la photographie de Hoytema par ailleurs, elle est exceptionnelle. Et le fait qu'il réussisse à capter aussi toute l'intimité du personnage d'Oppenheimer avec un cadre aussi vaste, on utilise l'IMAX, du 70 mm, etc. Et on parlait d'Interstellar, je trouve qu'il y a une petite ressemblance avec Interstellar dans l'idée de un film extrêmement ample, ça raconte quand même comment on va sauver l'humanité, quoi, globalement, et en même temps, un film ultra intime sur un personnage qui cherche à tout prix à battre les nazis, et en même temps qui va être... qui va être malmené par les États-Unis, parce que les États-Unis sont complètement paranoïaques à ce moment-là, notamment vis-à-vis des communistes, des soviétiques, qui sont des alliés en même temps des ennemis au bout d'un moment. Et puis au-delà de la guerre entre l'Occident, les nazis et tout le bordel qu'il y a sur la planète, c'est aussi la guerre d'ego entre plusieurs hommes qui fait qu'à la fin le truc explose. C'est un film qui raconte beaucoup, je trouve, de la manière dont les hommes sont étranges, sont des personnages étranges. Dans l'idée, ils sont capables de tout faire, de tout donner pour découvrir et comprendre. Ils seront capables toujours de trouver le moyen d'aller scruter et de découvrir quelque chose comme la fission des atomes, ou en tout cas de créer une bombe nucléaire, donc ce qui n'avait jamais été fait à cette époque, en prenant le risque absolu de se dire peut-être qu'on va détruire la planète, et il faut qu'on fasse le risque, parce que si c'est les nazis qui la détruisent, on aura perdu de toute façon. Et en même temps, c'est un film qui raconte tellement de l'homme est capable de tout ça, mais il sera jamais capable de se comprendre lui-même dans son fort intérieur jusqu'au bout, quoi. Et je trouve ça assez fascinant de faire un film comme ça, où les personnages réussissent à se sauver, parce que pas de spoil, les nazis perdent, mais n'arrivent pas à se sauver eux-mêmes en tant qu'humains, quoi. Et je trouve ça vraiment passionnant, même très émouvant, dans la manière aussi dont, on va revenir sur la fin, etc. Oui, parce qu'on peut parler peut-être des personnages et de ce que ça raconte, parce que moi,
Le truc, je pense, qui fait que je suis freiné dans le film, c'est que c'est pas un biopic page Wikipédia, c'est pas chiant. Moi, je connaissais pas trop sa vie, donc c'est assez intéressant, évidemment. Mais j'ai un peu du mal à saisir ce qu'il a voulu raconter à ce rythme, pourquoi il y a 2-3 parties dans le film, pourquoi il vrille un peu vers le film de procès à la fin, pourquoi il y a des personnages qui sont un peu mis de côté. Il y a beaucoup de personnages, mais il y en a très peu qui sont creusés. Donc il y a beaucoup de personnages fonction. Toi, t'as l'impression que... Tu penses que c'est un des points forts du film, ou c'est passé quand même derrière l'expérience? Moi, je pense que c'est aussi... Enfin, comment dire, je dirais que c'est la difficulté d'adapter une vie aussi dense et aussi riche que celle d'Oppenheimer, qui a rencontré énormément de personnes, qui était quelqu'un de... c'était un génie, quoi, globalement, donc forcément, il était connu de tous, en tout cas du tout le milieu scientifique américain et mondial. Donc forcément, il connaît plein de gens, et quand il est en train de faire le projet Manhattan, il est en train de monter la meilleure équipe possible. Et donc ça fait vraiment un peu galerie de stars qui passent, et bon, on verra à moitié... On les verra 30 secondes et ils n'auront pas un rôle très important. Et en même temps, je trouve que c'est quand même assez fort d'utiliser autant de personnages et ne jamais vraiment se perdre dans le film. Il y a énormément de personnages, mais on sait très vite qui a une importance. Peut-être que je dirais que ce qui manque un peu à Oppenheimer, le film, c'est toute l'ambivalence qu'il y a sur toute la traque communiste. On va dire qu'il y a beaucoup la traque communiste, mais on va dire dans le procès d'Oppenheimer, qui est vraiment ciblé. Mais tout ce qui est... on a vite fait rapidement un passage sur... voilà, eux, ils étaient dans le groupe d'Oppenheimer, mais bon, on leur a enlevé leur carte, disons qu'ils étaient OK, enfin, c'était des mecs safe pour l'État. Donc on leur a enlevé, et puis bon, maintenant ils construisent des rails sur les trains, machin. Ouais. Donc c'est vraiment tout petit. Et c'est un peu dommage, même le personnage de Gene Tatlock, qui est joué par Florence Pugh, il est malheureusement un peu maltraité. Il est comme ça dans le livre, mais donc elle aime pas les fleurs, etc. Elle est assez bipolaire, on va dire, avec Oppenheimer. Elle sait pas vraiment ce qu'elle veut. C'est vrai que c'est un peu dommage que ça soit pas bien développé. Donc, globalement, les personnages féminins sont moins développés, mais bon, c'est Nolan. Et en même temps, ils ont toujours une importance assez prégnante dans la construction des personnages, et notamment du personnage du héros masculin Oppenheimer. Sans Gene Tatlock, on comprendrait pas forcément qui il est vraiment, son ambivalence vis-à-vis de sa relation avec sa femme, Kitty, qui le trompe, et en même temps, il sait pas qu'il l'aime pas, c'est pas qu'il veut la tromper, c'est juste qu'il est complètement perdu dans ses émotions, on va dire, sentimentales. C'est quelqu'un qui est capable de tout comprendre de la science, mais qui n'est pas capable de se comprendre lui-même et de comprendre ses relations en partie, donc forcément, il est perdu. En tout cas, le truc sur lequel je suis d'accord, c'est que le film est assez virtuose dans le sens où tu brasses beaucoup de sujets, beaucoup de personnages, on t'indique pas toujours la date, le lieu et tout ça, c'est juste très bien raconté. Et tu as suffisamment d'intelligence de mise en scène pour que tu comprennes les ellipses, que tu comprennes les dynamiques, même si pourtant on balaye quantité de choses, de lieux et d'époques. Ça, c'est quand même un énorme talent pour réussir à ne pas nous perdre là-dedans. Parce que la plupart des biopics vont indiquer Texas, août 1912, et puis ils vont faire ça du début à la fin. Là, on est lâché dedans, donc il faut un peu... c'est un peu une entreprise de lâcher prise de je me laisse embarquer et sans trop de résistance. Ce qui est un peu très nolanien. Mais oui, mais c'est vrai que pour tout ce qui est indication de temps, indication d'endroit, de lieu, c'est à travers les dialogues. Mais ce ne sera jamais indiqué sur un panneau nous disant, voilà, c'est tel jour. C'est ça. Et même parfois, les dialogues n'insistent pas dessus parce qu'en fait, on s'en fout de savoir où c'est. On sait juste que c'est à peu près cette période, c'est avant tel événement et ça suffit. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que je trouve le film assez fluide. En fait, c'est un film qui a une narration assez linéaire d'une certaine manière, dans le sens où on débute quand il est pas assez jeune, mais il est jeune adulte, et ça se termine plus ou moins quand il est vieux. Mais, et en même temps, c'est jamais vraiment linéaire, puisque tout fusionne en permanence, sans que... Enfin, moi, j'ai jamais été vraiment perdu. Et peut-être qu'on peut parler des acteurs aussi, plus qu'on peut parler des actrices, mais surtout des acteurs dans un premier temps, notamment Cillian Murphy et Robert Downey Jr., parce que tout le monde les attend un peu au tournant. Cillian Murphy, parce que c'est le premier rôle, et qu'il a rarement eu autant de place dans un gros film hollywoodien, alors que ça fait pourtant des années qu'il est là et que tout le monde le connaît et l'apprécie. Et Robert Downey Jr., parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu un vrai rôle au cinéma, en fait. Cillian Murphy, c'est vrai que... Il a beaucoup de rôles chez Nolan, mais des petits rôles. Et c'est vrai qu'il attendait, je pense, Nolan de lui donner... Il avait dit, je te donnerai un grand rôle un jour. Et il a vu la photo du livre et il s'est dit, mais je sais qui va faire ce rôle. Peaky Blinders, ça. Exactement. En plus, j'avoue, il y a un truc avec le chapeau là. Et donc Cillian Murphy, moi je le trouve vraiment très fort. En fait, je connais... Enfin, je suis pas un absolu fan de Cillian Murphy comme pourraient l'être, je sais pas, des spectateurs absolument fans de Peaky Blinders.
mais Ou Sunshine, n'oublie pas Sunshine. C'est vrai, Sunshine, c'est vrai. Ou 28 jours plus tard, Ou peut-être. 28 jours plus tard. Dont je ne suis pas très fan non plus. Mais c'est un acteur qui est assez fort, je trouve, dans sa capacité à avoir un charisme monstre et en même temps à sembler si faible. Physiquement, bon, il n'est pas spécialement costaud comme acteur, mais il a ce quelque chose de timide un peu. Tu sens j'ai la sensation qu'il n'est pas forcément... le fait qu'il ait fait que des seconds rôles quasiment dans sa carrière et que ça soit son premier grand rôle, peut-être en dit un peu de ça. Je veux pas forcément me mettre en avant, et ça correspond totalement un peu à Oppenheimer qui veut se mettre en partie en avant parce que c'est quand même celui qui crée la bombe, mais c'est un personnage qui reste un peu en retrait, qui est timide, qui a du mal à parler en public. Il y a ce passage où après la bombe, il parle à toute une foule, et on sent que c'est pas son domaine. Lui, son domaine, c'est la science, et il n'est pas là pour faire de la politique, etc. En tout cas, c'est pas ce qu'il aime faire, et c'est pas ce dans quoi il est à l'aise. Et je trouve que ça correspond bien avec Cillian Murphy. Ouais, il est très bien. Mais c'est vrai que c'est pas un rôle qui est dans c'est pas une démonstration de force, non, en fait. C'est plutôt faussement calme. Donc je me demande à quel point sa performance va être saluée par rapport à d'autres dans le film qui sont plus dans justement la démonstration. Alors notamment Robert Downey Jr. ou même Emily Blunt qui en une scène fracasse un peu tout le monde parce qu'elle est écrite pour écraser absolument tout dans cette scène. C'est scène aussi historique qu'on retrouve dans le livre. Moins développée, bizarrement, mais oui, cette scène, elle est incroyable. Emily Blunt, elle s'amuse avec Jason Clarke comme si c'était un petit pantin. C'est assez jouissif et jubilatoire à ce moment-là du film en plus, parce que ça permet de se dire, ok, bon, enfin quoi, quelqu'un le remet à sa place, ce gars, parce que... Oui, puis c'est particulièrement fort que ce soit un personnage féminin, puisque du coup, il y a en gros que 2 personnages féminins. Il y a sa femme et sa maîtresse, en gros, pour simplifier. Sa maîtresse, incarnée par Florence Pugh, qui pour moi est un personnage vraiment pas très bien écrit, que je trouve vraiment mauvais faire-valoir hollywoodien, même si c'est dans le livre ou la réalité, je trouve que c'est quand même un peu grossier, c'est un peu vraiment grossier. Et Emily Blunt, qui est le personnage de la femme dans l'ombre, et qui, à ce moment-là, retourne un peu la balance, renverse un peu la situation, ce qui est assez agréable. Emily Blunt étant Emily Blunt, elle a besoin que de 1 minute pour juste ratisser la situation. Et pour revenir vite fait sur le personnage de Robert Downey Jr., enfin en tout cas sur Robert Downey Jr. plus que son personnage, lui pour le coup, je pense que c'est la vraie grosse performance du film. En effet, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Robert Downey Jr. dans un bon rôle. Parce que depuis Iron Man, qu'est-ce qu'il avait fait à part Marvel? Il avait fait le voyage de Dr. Dolittle, qui était quand même... Le juge, je crois, avec... oui, il avait fait Robert le juge Duval, avec Robert Duval, mais bon, c'était un rôle... on va dire, c'était bien, mais c'était classique, quoi. C'était pas rien de transcendant. Et là, vraiment, il vole le film. La plupart de ces scènes, je trouve qu'il vole à Cillian Murphy. Et il a un rôle aussi qui est vraiment écrit pour être dans justement la performance, quoi. Donc il le fait bien, parce que, pour le coup, contrairement à Robert Oppenheimer, qui est plutôt en apparence statique, avec beaucoup de choses qui se passent dans sa tête, le personnage de Robert Downey Jr., c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup plus de cartes à jouer dramatique, parce que pour le coup, il est moteur de tout un tas de choses dans le film. Donc, oui, et en plus c'est un peu un boulevard, quoi. Ouais, et en plus c'est un personnage qui, je trouve que l'ambivalence du coup d'Oppenheimer est pas suffisamment travaillée dans le film. Je dirais que c'est peut-être ça son défaut, mais au contraire, je trouve que le personnage de Robert Downey Jr. est vraiment, c'est un personnage vraiment ambigu. Qui est décrit dans le livre, mais qu'on comprend très vite dans le film, d'une susceptibilité absolue, quoi. Si on le croit pas, si on n'accepte pas ce qu'il dit la première fois, la deuxième fois il va... Si on n'accepte toujours pas, vraiment ça va vraiment mal se passer, quoi. Et c'est un personnage... c'est un politique, quoi. J'ai envie de dire, c'est un politicien, quoi. Plus un politicien qu'un politique, d'ailleurs. Un politicien, c'est un personnage qui est malveillant sous son côté je suis gentil et je vais faire le bien et je veux trouver des solutions et je te nomme là parce que... Oui, c'est vraiment Machiavel, quand ce mec... c'est exactement, c'est Machiavel. Et c'est cool de voir Robert Downey Jr. avoir un rôle aussi justement ambigu, aussi profond, par rapport à Iron Man qui basculait un peu à ce sujet. Mais c'est vrai qu'il a une carrière longue avant Iron Man, mais maintenant il est un peu considéré comme superstar de Marvel. Oui, bien sûr, c'est bien de le revoir revenir. Il a eu des grands rôles avant, dans Chaplin, par exemple. Même dans Tonnerre sous les tropiques, il est excellent. mais depuis Iron Man, donc c'est quand même 2008, donc ça fait 15 ans, il n'avait rien fait de majeur, et c'était un peu dommage.
Il avait fait Zodiac en 2007 peut-être. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'on peut aller dans la partie avec spoiler où on va revenir sur quelques séquences parce que c'est ça qui est un peu intéressant avec ce film, c'est que j'aurais du mal à parler, à part de la musique, de choses qui m'ont plu. Par contre, il y a quelques séquences très fortes. Alors on peut commencer par évidemment la scène de la bombe qui a été largement vendue parce que pas de CGI, donc il a fait péter une bombe nucléaire. Hein non, évidemment pas. Évidemment non. Alors peut-être le truc le plus fort de la séquence, c'est que c'est un des rares moments du film où la musique de Göransson s'arrête et il y a des vraies plages de silence. À un moment, paradoxalement, le monde est au précipice de peut-être être détruit, parce que peut-être que ça pourrait entraîner une réaction en chaîne qui détruirait le monde. En tous les cas, ça ouvre une porte apocalyptique pour l'histoire de l'humanité. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un énorme grand silence. Alors, toi, j'imagine que tu as adoré cette séquence. Je pense que... Alors, c'est difficile, comme tu dis, de décrire, d'avoir une scène vraiment qui nous marque, mais c'est impossible, je pense, de ne pas être marqué par la scène de la bombe. Qui a été vendue comme la bombe ultime du Cinoche, etc. J'ai recréé une bombe nucléaire sans nucléaire et sans CGI pour que ça soit plus vrai, en établissant pendant des mois et des mois comment on allait filmer ça, en gros plan, en petit plan, bref, tout ça. Et le moment fatidique est précédé donc par une course contre la montre parce que du coup il y a un énorme orage, on peut plus faire le test, mais en même temps il faut faire le test parce que Truman, le président, il faut qu'il ait les informations de est-ce que cette arme marche, est-ce que cette arme marche pas, donc c'est maintenant, et à 5h40 ils disent ok on peut le faire, à 5h30, 5h40, c'est maintenant on va pouvoir le faire, ils lancent la bombe et tu te dis ben ça va faire un bruit mais terrifiant quoi, en plus le film est extrêmement bruyant, et justement à ce moment-là c'est le silence absolu, et je trouve que c'est magnifique parce que c'est un film qui est, c'est une séquence où la bombe, ce que tu racontais, le passage est hors du temps, vraiment. Il y a quasiment plus aucun son. On entend à la limite un petit peu le bruit des flammes, des crépitements, etc. On voit cette immense masse de lumière qui éblouit tout le monde, mais tout est silencieux, dans un silence absolu. Et c'est fort, je trouve, de créer un espace complètement hors du temps dans le film, parce que le film est tout le temps avec de la musique, tout le temps du son, et en même temps à la croisée qui représente un tel basculement, comme si en fait on remettait à zéro. On remet à zéro, il y a cette lumière blanche, comme si on repart à zéro. Et ça y est, le monde maintenant il s'enflamme, quoi. Il peut s'enflammer à tout moment, quoi. Et ça m'a un peu rappelé dans l'intelligence de couper le son, de faire un choix qui va un peu à revers, c'est comme le décollage d'Interstellar où du coup l'ellipse de la préparation et paf, tu es déjà dans l'espace. Et dans ces moments-là, tu te dis ok, il y a vraiment un cinéaste derrière, peu importe ce que l'on pense, il y a un vrai pur choix de mise en scène. Il y a un vrai choix de mise en scène. Et là, c'est vraiment ça. Et je suis d'accord avec toi, j'avais pas pensé en effet à ce passage d'Interstellar, mais il y a cette idée en effet. En même temps, il n'y a plus le temps dans Interstellar, donc il faut qu'on y aille vite. Et là, quand même, ça fait 2 heures qu'on est en absolu, on est en rythme de dingue. Maintenant, c'est le moment d'admirer d'une certaine manière la beauté et l'horreur de ce qu'on vient de créer. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tu vois tous les gens qui sont placés pour regarder ce spectacle, un truc absolument unique et terrifiant, mais aussi qui est la concrétisation d'une folie de science qui du coup est absolument passionnante pour tous les gens impliqués. Et donc c'est avec des lunettes quasiment comme au cinéma, ils sont quasiment devant des écrans, lui il a une petite fenêtre, ils sont assis dans des fauteuils, ils sont quasiment avec le popcorn, vraiment on a 2 doigts d'avoir du popcorn, et c'est mi-terrifiant, mi-fascinant, et ils sont à la fois éblouis, bon littéralement, mais aussi parce que c'est du génie qui explose de sous leurs yeux, et en même temps c'est la terreur que toi tu ressens peut-être parce que tu sais avant eux ils sont la tête dedans. Du coup c'est vachement intéressant comme séquence de dire en fait tout ce que ça veut raconter est là, c'est que c'est un spectacle de destruction totale, et du coup c'est la beauté et l'horreur, les deux qui sont rassemblés à ce moment-là pour tous ces gens. C'est exactement ça, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je trouve la séquence vraiment mémorable, parce qu'elle a une saveur particulière dans le film, et en même temps elle a une saveur particulière vis-à-vis de l'histoire avec un orage, en tant que tel, quoi, avec un orage. Donc non, c'est vraiment une séquence magnifique. Il nous a pas menti là-dessus. Et les autres moments, moi, que j'aime bien, c'est globalement les moments un peu de fantasme et de vision d'Oppenheimer, que ce soit les petits moments au début où tu vois qu'il est obsédé par des choses qui dépassent l'entendement pour la plupart des êtres humains, donc le moléculaire, tout ce qu'il y a dans les atomes, et il est fasciné, obsédé par ça. Mais aussi les moments où en fait son imagination dérive. Il y a un moment de discours assez terrifiant où après la bombe, il doit se féliciter et l'Amérique doit fêter ça. Et en faisant le discours, il a une vision d'horreur de voir tous les gens dans la salle. En fait, il se rend compte de l'impact humain de la bombe sur les gens, et il commence à l'imaginer, il marche sur un cadavre, il voit des gens souffler, donc encore une fois il y a un truc qui visuellement et d'un point de vue sonore hyper soigné, et peut-être la scène que je trouve la plus
la plus passionnante, et aussi parce qu'elle dénote dans la filmographie de Nolan, c'est la scène de sexe, on va dire ainsi. Donc comme on est dans spoiler, on peut le dire, même si c'est pas vraiment un spoiler, c'est qu'il est devant une commission, il est obligé de parler de sa vie personnelle, de sa vie intime. Il est obligé de parler de l'adultère, donc du personnage de Florence Pugh avec lequel il couchait. Oui, parce qu'elle est communiste en fait. Parce qu'elle est communiste, voilà. Et derrière, il y a sa femme, incarnée par Emily Blunt. Et en fait, c'est intéressant parce que on voit donc il y a un mouvement de caméra pour voir Oppenheimer qui est nu, assis, pendant qu'il commence à se dénuder, à se foutre à poil devant la commission. Et donc déjà, un truc très subtil et assez fort. Et après, on a le point de vue de Emily Blunt, de sa femme, qui voit, assise sur son mari, Florence Pugh, donc en train de coucher avec son mari, et elle se regarde à travers ce truc de temps, de fantasme, d'horreur, de en fait l'image que je ne veux pas voir et que je suis forcé de regarder parce que la commission force mon mari à parler. Ouais. Et c'est un moment qui est visuellement assez dingue parce que tous les gens sont dans des pièces en costume en train de parler. D'un seul coup, tu as deux corps nus, vraiment pour du sexe devant tout le monde, et le regard d'Emily Blunt et ce moment, vraiment ce décrochage de point de vue, je trouve extrêmement fort, et pour le coup, c'est un pur truc de mise en scène et de cinéma, par le silence et par juste la mise en scène de mettre des corps nus à cet endroit-là, ça crée quelque chose de très beau, dans une filmographie où pourtant on a souvent accusé Nolan d'être plutôt dans un rapport un peu désincarné, pas beaucoup de sexe, peu de charnel, c'est plutôt assez pudique. Oui, là, je pense que c'est le film le plus expérimental de Nolan d'une certaine manière, dans les visions, même dans le montage vraiment tonitruant. Et il y a cette séquence en effet. Et Nolan, en effet, quand j'y pense, je pense pas qu'il ait déjà fait une scène de sexe, à peine des scènes de baiser déjà. Donc, oui, ou du post-sexe où tu vois les gens genre dans Dark Knight, ou du pré-sexe peut-être. Ouais, voilà, mais c'est souvent des trucs très hollywoodiens, quoi. C'est avant-après, c'est un peu pudique, on se touche l'épaule et voilà, quoi. C'est pas grand-chose. Mais là, vraiment, c'est frontal. En plus, il y a une scène de sexe avant. Régulièrement, les personnages discutent nus également. C'est vrai. Il y a un rapport au corps assez différent. Et en effet, ça raconte beaucoup de Oppenheimer sur le fait qu'il se dénude. Comme tu racontes, la scène est vraiment belle de toute façon. Ouais. Elle est vraiment perturbante et forte. Et puis en plus, c'est pas une scène, tu te dis, elle va arriver maintenant, quoi. Oui, non, c'est pas possible. C'est aussi fort parce que ça arrive en moment. C'est ça. Ok, expérimentation. Ouais. Et donc, il y a un vrai truc fort dans cette séquence. Et une autre séquence, moi, que j'adore et qui, pour le coup, je trouve que c'est vraiment du talent d'écriture parce qu'il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de sensationnel. C'est la scène de discussion entre Oppenheimer et le président, et joué par Gary Oldman, grimé. Et c'est du pur dialogue, de la pure interprétation, et je trouve qu'elle est brillante parce que tu vois comment le président, c'est lequel le président ? C'est Harry Truman. Ouais. Harry Truman, comment il vrille entre le vieux papy gentil, mais en même temps c'est un homme politique et c'est un président. Et du coup, il est assez impitoyable d'une manière que je trouve assez brillante, et ça dure 40 secondes. C'est assez fort. Ouais, ça doit durer 2 minutes grand max. C'est vraiment très très court. C'est ce que je te disais sur Nolan a été capable de prendre des tout petits passages dans le livre et de d'en faire des événements extrêmement marquants dans le film. Parce que dans le livre, on apprend en fait que dans le film, il sort un mouchoir, mais terrible scène, quand il sort le mouchoir, c'est... Parce qu'Oppenheimer lui dit, j'ai du sang sur les mains, et lui dit, vous voulez un mouchoir ? Non, mais il dit même pas, vous voulez un mouchoir, il lui sort le mouchoir, le silence de tendre le mouchoir, je trouve que c'est absolument génial. C'est vraiment, tu sens le mépris de, vas-y, nettoie-toi les mains, arrête de chouiner. C'est ça, parce qu'en fait, du coup, il y a plusieurs a priori, légendes, versions de cette séquence, de ce moment d'histoire où les deux se rencontrent pour la première fois et probablement la dernière d'ailleurs. Oui, visiblement. Mais oui, c'est assez fort. En plus, Gary Oldman, il arrive de nulle part. On ne sait pas vraiment que c'est Gary Oldman. On reconnaît un peu sa voix si on le connaît un peu. Mais c'est très très fin, et puis ça raconte encore une fois tellement de choses parce que juste après la bombe, quand ils viennent de la construire et qu'ils viennent de faire le test Trinity et que ça a marché, vraiment Oppenheimer c'est fini quoi. Vraiment on s'en fout de toi maintenant, c'est fini frère, t'as fait ton travail. Il a créé quelque chose et ça lui a échappé, ça a récupéré, il en faut autre chose, on le tient pas au courant de ce qui se passe avec sa bombe. C'est ça, la bombe, il faut que vous me teniez au courant de ce que vous faites avec le Japon, on devrait prévenir le Japon, je suis sûr qu'ils arrêteraient tout de suite de faire la guerre s'ils savaient ce qui leur arrive sur la tête. Non mais pas le time, on va le faire quand même. Et il apprend que la bombe a explosé, mais 5 heures après qu'elle a explosé ou 6 heures après qu'elle a explosé, donc très tard au final par rapport à son impact. Et après Truman il le convie, mais c'est un mois je crois après. C'est une formalité. Quelques semaines après. C'est juste histoire de rencontrer la personne qui a permis de stopper la guerre. En couverture de Time et dont tout le monde parle. Oui, exactement. Donc c'est vraiment une scène terrifiante, mais encore une fois dans une douceur étrangement paradoxale.
Et peut-être qu'on peut conclure sur le début et la fin, la manière dont le film se répond avec cette scène où tu ne sais pas ce que Einstein et Oppenheimer se sont dit. Et le personnage de Robert Downey Jr. imagine avec son ego de mesurer que c'est un rapport avec lui. Et à la fin, tu comprends évidemment, tu sais pendant tout le film que tu vas finir potentiellement par savoir ce qui a été dit et que c'est sûrement très lourd de sens. Et donc à la fin, on découvre qu'en fait, il lui parle vraiment de la potentielle apocalypse et qu'en fait, on est déjà passé de l'autre côté. Et c'est ça qui terrifie Einstein. C'est ça. Mais en fait, déjà, il y a une petite boucle, c'est que le film commence pas vraiment sur une tête d'Oppenheimer, il commence sur la pluie qui tombe dans l'eau. Mais juste après, on a le visage d'Oppenheimer et le film finit sur le visage d'Oppenheimer aussi, qui regarde encore une fois de l'eau. Alors qu'il vient de créer justement le feu, en gros, globalement sur la Terre. Le fait que le montage, en fait, il y a assez peu de séquences, c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi avec la fin, c'est que le montage Robert Downey Jr. en noir et blanc et le montage Oppenheimer en couleur se superposent, se chevauchent, mais il y a rarement des séquences où on le voit en couleur et en noir et blanc, la même séquence. Ouais. Et il y a cette séquence particulièrement, du coup, avec Einstein, où il vient d'arriver à Princeton. Princeton, il vient d'être nommé à la direction du comité d'énergie atomique, ou enfin quelque chose comme ça. Et donc il va voir Einstein parce qu'il le connaît déjà bien. Ils s'entendent jamais, ils n'ont jamais les mêmes points de vue, mais ils se respectent. Et il lui dit quelque chose, et on ne fait pas forcément attention la première fois. On se dit, voilà quoi, ils se sont rencontrés. Ensuite, il y a le passage du coup avec Robert Downey Jr. qui est persuadé, parce qu'il a un ego surdimensionné, comme tu dis, que tout tourne autour de lui. Et donc quand Einstein a baissé les yeux en repartant, en le voyant, c'était parce que Oppenheimer avait craché sur lui par derrière, dans son dos, etc. Alors que les grands scientifiques ne discutent pas d'un vieux politicien aigri, évidemment ils parlent du monde, et ils parlent de l'humanité, et ils parlent de science. Et presque en silence d'ailleurs, de la manière dont ils se parlent, il n'y a pas besoin de beaucoup de mots, quoi. C'est aussi assez fort, je trouve, de montrer des scientifiques aussi de cette manière, de voir Einstein et Oppenheimer, quand ils discutent, c'est pas des mitraillettes, quoi. Ouais. C'est des gens, ils disent quelques mots et ils savent de quoi ils parlent. Oui. Tu sens que c'est des grands savants qui en quelques secondes, comprennent les grandes possibilités du monde que la plupart des gens ne comprendront jamais. Et donc à la fin, parce que du coup il y avait ce doute avec la bombe nucléaire qui pourrait détruire le monde, parce qu'il y avait une simili-possibilité statistique que tout s'embrase en fait et en continu. Et il lui raconte qu'en effet, la bombe a bien marché, qu'elle n'a pas détruit le monde, mais que d'une certaine manière, ils ont quand même créé une réaction en chaîne qui sera inarrêtable de toute façon. D'où ces visions, encore une fois, d'une planète qui s'embrase entièrement. Je trouve fascinant même de finir sur ça, l'humanité court à sa perte d'une certaine manière alors qu'elle cherche en permanence à se sauver. Et c'est là que tu vois un peu ce que, évidemment, il essaie de raconter par là, c'est qu'ils ont ouvert la porte de l'apocalypse avec ça et que depuis personne ne pourra la refermer. Et même ceux qui l'avaient ouverte se sont rendus compte en la faisant que peut-être qu'il n'aurait pas fallu. C'est comme la boîte de Pandore, quoi. Ils ont ouvert la boîte de Pandore, mais c'est trop tard. Donc c'est évident de dire ça sur le nucléaire aujourd'hui, en tout cas au niveau bombe nucléaire. Mais c'est vrai que c'est mis en scène d'une manière assez glaçante et le film termine vraiment, le coup près tombe avec cette scène dont tu vois la réalité entière. Et ça laisse un peu terrifié, quoi. Oui, c'est ce qui est raconté un peu dans l'idée de la fin finie un peu comme Inception, mais pas, alors il n'y a pas de twist, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de toupie, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de toupie, est-ce qu'elle va tomber, est-ce qu'elle ne va pas tomber, mais il y a ce côté, c'est net, cut. Et maintenant réfléchis à ce que tu viens de voir, quoi. Et à l'impact que ces personnes ont encore sur notre vie, et auront toujours sur notre vie, jusqu'à notre mort, toujours, quoi. Jusqu'à ce que l'humanité soit morte, quoi. Et du coup, je trouve ça fascinant et je trouve ça prend au trip, quoi. Vraiment, moi, ça m'a pris au trip. Et après, t'as envie d'en discuter, t'as envie d'en parler. Et même si, tu vois, tu sais pas forcément quoi penser du film ou de certains éléments, c'est cool d'en parler, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que c'est pas un film que j'aurais du mal encore une fois à le conseiller à des gens, et je sais pas à qui je le conseillerais, mais il y a des moments et des sensations dans ce film que je trouve assez mémorables, sans pour autant adorer tout ce que ça veut raconter. Mais il y a des scènes précises et ce côté musical que je trouve assez dingue qui en font quand même une expérience assez passionnante. Et je pense qu'il faut y aller en se disant...
lâche prise, je verrai bien ce que je vais en penser. C'est un film de Nolan, c'est entre le biopic, le film de procès, il y a beaucoup de choses qui sont brassées, c'est très riche, t'es éveillé quoi. Nous on l'a vu à 10h du matin jusqu'à 13h, du coup ça tient comme ça. mais c'est assez fascinant quoi, comme la plupart des films de Nolan, même ceux que j'aime pas trop. Oui, bah voilà, je pense que c'est une bonne manière de terminer la vidéo sur Oppenheimer, ce débat, cette discussion. Merci de nous avoir regardés. Juste avant, si vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez prendre un abonnement sur écran large sur le site. Ça vous permet d'avoir accès à des dossiers exclusifs qui sont réservés exclusivement pour les abonnés. Donc récemment, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Les Vampires de Salem, on a fait Super 8, Un poisson nommé Vanda. Un poisson nommé Vanda. Moi j'avais fait Nous avons gagné ce soir. Enfin, et puis tous les dossiers abonnements qui ont été faits il y a des semaines, des mois, des années, ils sont tous disponibles pour les abonnés. Voilà. Et puis si donc vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé Oppenheimer, si vous avez envie d'y discuter, vous pouvez commenter, partager, parler de cette vidéo à vos amis, à votre famille, à tout le monde. Et puis n'hésitez pas surtout à lire aussi le livre Robert Oppenheimer qui est au Cherche Midi éditeur disponible. Voilà, Robert Oppenheimer, Triomphe et tragédie d'un génie, c'est un très très grand livre. Et puis allez voir Oppenheimer au cinéma, évidemment, c'est très important de le voir sur un grand écran. Oui. Voilà. Merci à tous. Salut.